Le Maroc, terre des richesses naturelles, culturelles et religieuses. Dans le monde arabe, on dit que si le Moyen-Orient est la terre des prophètes, le Maroc est la terre des saints. En effet, le pays abrite plus de 5000 mausolées où reposent des saints musulmans et juifs et qui accueille tous les ans des milliers de visiteurs et de pèlerins. Parmi les richesses naturelles, on peut citer le phosphate, le Maroc étant le deuxième exportateur au monde après la Chine, 40 millions de tonnes en 2022. Ou alors les arganiers qui poussent exclusivement dans le sud du pays et nulle part ailleurs au monde. Autre richesse naturelle caractéristique cette fois-ci du nord du Maroc et plus exactement de la région du Rif, c'est bien évidemment le cannabis. Le pays est qualifié comme premier producteur et exportateur mondial. Les premières traces de la culture du cannabis au Maroc remontent à l'époque pré-islamique. Certaines tribus autochtones, en particulier celles vivant dans la région montagneuse du Rif, ont cultivé et consommé du cannabis pour ses propriétés médicinales, récréatives et rituelles. Avec l'arrivée de l'islam au Maroc, l'utilisation du cannabis est poursuivie, souvent associée à des pratiques soufis et à des traditions religieuses locales. Le cannabis était parfois utilisé lors de cérémonies religieuses ou comme stimulant spirituel. Pendant la période de colonisation européenne, notamment sous le protectorat français et espagnol, au début du XXe siècle, la culture du cannabis au Maroc a connu une augmentation significative. Les autorités coloniales ont introduit des politiques de prohibition et de contrôle strict du cannabis, mais cela n'a pas empêché sa culture et sa consommation dans certaines régions. L'époque hippie a eu un impact significatif sur le commerce du cannabis au Maroc, notamment dans les années 60 et 70. L'époque hippie, marquée par une contre-culture qui prônait la liberté, l'expérimentation et le rejet des normes sociales établies, a entraîné une augmentation de la demande de cannabis à travers le monde. De nombreux hippies considéraient le cannabis comme une substance psychédélique qui favorisait l'expérience spirituelle et la créativité. La demande croissante de cannabis pendant l'époque hippie a stimulé l'industrie du cannabis au Maroc. Les agriculteurs locaux ont commencé à cultiver davantage de cannabis pour répondre à une demande croissante, ce qui a conduit à une augmentation de la production et du commerce de cette plante. La demande internationale ayant augmenté, le Maroc a commencé à connaître les premiers grands trafiquants et exportateurs de cannabis. Ce qui nous ramène à notre protagoniste, Ahmed Bonkoub, alias Hamidoudib, né en 1944. À l'âge de 17 ans, il a commencé à travailler en tant qu'apprenti pêcheur dans la région de Tanger, ce qui lui a permis d'observer les rouages du monde marin avec les différentes cargaisons de hashish envoyées vers l'Europe. Pendant le début des années 70, il a acheté son premier bateau et a commencé à forger son petit bout de chemin dans ce nouveau marché, jusqu'à devenir quelques années plus tard l'un des plus grands barons de la drogue de la région. Il faisait passer des quantités énormes entre Tanger et l'Espagne, mais ce qu'il faut préciser, c'est que avant que les cargaisons n'arrivent jusqu'à Tanger, il fallait bien les transporter entre leur lieu de culture, qui se trouve à plusieurs kilomètres dans la région du Rif, et jusqu'à la côte tangéroise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette route est l'une des plus surveillées du Maroc, avec des barrages de gendarmes qui fouillent absolument tous les véhicules. Il faut également prendre en considération les radars qui captent toute intrusion maritime, ce qui rend tout passage presque impossible. Mais donc comment se fait-il que Hamidoudib a réussi à passer entre les mailles du filet pendant autant d'années, jusqu'à devenir l'homme le plus puissant du Nord? Comment a-t-il pu échapper à la vigilance des autorités? Eh bien pour la simple raison que c'était lui les autorités. D'ailleurs son nom Dib veut dire le loup. Tant il était redoutable et n'hésitait pas à éliminer tout ce qui se mettait en travers de son chemin. Même les forces de l'ordre le craignaient. Mais comme on dit au Maroc, il s'assurait d'acheter la route. Ce qui veut dire qu'il arrosait généreusement du plus petit au plus haut fonctionnaire afin de faciliter les opérations. Les forces de l'ordre allaient jusqu'à l'aider à charger ou à décharger les bateaux. Afin que je puisse mieux illustrer l'image de Hamidoudib à cette époque, je vais mettre la lumière sur son rôle dans la société. Il était considéré comme le Robin des Bois, l'âme charitable du Nord, de cette région oubliée par le régime de Hassan II. Il créait des centaines d'emplois, s'assurait que tous ses employés vivent dignement, en construisant à plusieurs d'entre eux des logements, en finançant leur mariage, etc. En règle générale, la plupart des projets immeubles, mosquées de la ville étaient financés par Hamidoudib. Il raconte lors d'une interview datant de 2016 avec le journal Express
qu'à plusieurs reprises et lorsque la ville avait un projet de construction ou de rénovation d'une route, il s'adressait à lui. Tout ce qu'il demandait, c'était qu'on le mette en relation avec l'ingénieur responsable du projet, et puis il s'occupait du reste. Tous les vendredis, après la prière dans la mosquée Souriyin, à Tanger, les fidèles faisaient la file afin de recevoir une certaine somme d'argent qu'il distribuait à tous. Il aidait de nombreuses familles dans le besoin en leur octroyant une rente mensuelle, faisait livrer les moutons de l'Aïd aux nécessiteux, finançait les opérations chirurgicales des malades, etc. Un chauffeur de taxi, qui faisait la route entre Tanger et Tétouan, raconte qu'un jour, en revenant chez lui, son véhicule s'est arrêté au milieu de nulle part. Et c'est là qu'il voit apparaître Hmido et d'autres personnes bien habillées, qui l'ont aidé à tracter son véhicule. Et lorsqu'ils ont appris que le moteur du véhicule devait être remplacé, l'un des hommes lui a donné 10 000 dirhams, ce qui équivaut à 1 000 euros. Avec un grand sourire, Hmido a estimé que c'était à lui de lui fournir cette somme, mais l'homme a quand même insisté pour qu'il puisse garder cet argent afin de couvrir sa période d'inactivité, le temps de réparation du véhicule. Hmido Dib représentait un vrai organe d'autorité à lui tout seul. On raconte que lorsqu'une personne subissait une injustice policière par exemple, il pouvait s'adresser à Dib pour régler le souci. Il assurait même la surveillance maritime entre Cap Spartel et la ville de Qasr el-Kbir afin d'aider les forces de l'ordre à stopper les vagues d'immigration clandestine qu'il peinait à contrôler. Il jouait également un rôle important dans la sécurité nationale en livrant les criminels aux autorités, dont un Algérien qui était soupçonné d'avoir commis des actes terroristes à l'hôtel Atlas Asni à Marrakech en 1994. Tous ces services lui assuraient une protection policière sans faille. Il raconte dans son interview au journal Express qu'on l'encourageait à travailler, le considérant comme quelqu'un qui contribue à l'entrée des devises au pays. Vous imaginez bien que pour devenir l'un des plus grands barons de la drogue du nord de l'Afrique, il fallait avoir un système de fonctionnement très bien rodé, ce qui lui a permis d'inonder l'Europe avec plus de 6000 tonnes de hashish. Sa réputation était telle que le célèbre Pablo Escobar a décidé de partir à sa rencontre pour parler affaires. Conscient du statut de Dib dans la région et de la position stratégique du Maroc, qui se situe à seulement 14 km du sud de l'Espagne, dans le but d'élargir son cercle de distribution de cocaïne. Les rumeurs racontent qu'Escobar se faisait même escorter par la police marocaine lors de ses déplacements. Celui-ci possédait de nombreuses propriétés à Tanger et à Casablanca. 1995, le Maroc sort du programme d'ajustement structurel qui a duré 10 ans, entre 1983 et 1993. Le pays est encore surveillé de près par les instances financières internationales. Un rapport de la Banque mondiale juge que l'économie marocaine reste gangrénée par la corruption et la contrebande. Le document pointe du doigt une administration jugée, pléthorique et inefficace, une justice inféodée et corrompue, ainsi qu'un système éducatif en faillite. Se basant sur ce constat, Hassan II prononça cette célèbre phrase devant le Parlement. Le Maroc est au bord de la crise cardiaque. Le directeur général des douanes, Ali Ammar, soumet un rapport détaillé sur les pratiques de la contrebande, accompagné d'une liste de 8 noms d'hommes d'affaires qu'il faut cibler en priorité. Début décembre 1995, le roi prononce un discours devant le Conseil des ministres, dont voici un extrait. Je vous ai réunis aujourd'hui pour discuter d'un sujet important. Et si on ne le règle pas tout de suite, les choses vont empirer. L'opération qu'on va mener est du ressort du Premier ministre, et c'est à lui de l'organiser et de la suivre. Mais puisque le Filali a refusé de conduire l'opération en prétextant son état de santé, alors c'est moi qui vais assumer la responsabilité. J'ai donc décidé que c'est Driss El-Basri, ministre de l'Intérieur, qui va s'occuper de la préparation technique de l'opération, puisqu'il est à la tête d'un secteur central, et qui intervient dans l'économie à travers les services économiques des wilayas et des communes, et qu'il a le pouvoir d'intervenir dans les autres secteurs, parmi lesquels la douane. Il sera accompagné dans la commission qui se chargera de l'opération de Driss Jetton et Ahmed El-Qabbaj. L'opération, connue sous le nom d'opération d'assainissement, a été lancée le 25 décembre 1995. Des interrogatoires musclés ont été menés par les éléments de la police judiciaire ainsi que par les agents de la DST accusés de contrebande. Elle a fait tomber de célèbres hommes d'affaires, des pharmaciens accusés d'importer des produits contaminés, des hauts fonctionnaires, parmi eux Ali Ammar,
le directeur général des douanes, et auteur du rapport sur la contrebande soumis au roi que j'ai évoqué précédemment. Autre personnalité ciblée par ces arrestations fut Hamid Dib, qui a été offert comme bouc émissaire. Comme il déclare lui-même lors de son interview, qu'un haut officier de la police lui a confié lors de ses interrogatoires que les services sécuritaires connaissent les actions caritatives qu'il entreprenait, tous les services qu'il rendait au pays, et que son arrestation est intervenue seulement pour calmer les Européens qui se plaignaient des quantités de drogue entrant sur leur territoire. Il lui a dit qu'il pouvait se considérer comme un patriote qui combat en faveur de son pays. L'officier lui aurait conseillé de rester discret en attendant que la tempête passe et de pouvoir bénéficier éventuellement d'une grâce royale. Il a donc été accusé de 10 ans de prison et a fini par bénéficier d'une grâce royale en 2003, après 7 ans de détention, sous le règne de Mohammed VI. Il a aussi fait savoir que tous ses biens et sa fortune, évalués entre 30 et 40 milliards de centimes, soit environ entre 30 et 40 millions d'euros, ont été saisis et n'ont pas été rendus à ce jour, dont des terrains et plusieurs appartements, malgré le fait qu'il ait bénéficié d'une grâce royale, sachant que tous ceux qui étaient emprisonnés avec lui ont pu retrouver leurs biens. Il faut savoir que durant toute la durée d'activité de Hamid Dib, il n'empochait que 20% des gains. Le reste des revenus allait à différentes parties et à ses diverses actions caritatives. Quelques questions peuvent subsister après ce grand nettoyage. Est-ce qu'il a vraiment été efficace? Le trafic de drogue a-t-il été éradiqué après l'arrestation de Hamid Dib? La drogue formait-elle vraiment un frein contre le développement de l'économie? Plusieurs éléments viennent mettre en doute toutes ces allégations. Étant donné que d'autres grands trafiquants de drogue, comme Sherif Belouidan, Nini, Mounir Ramash, ont continué à briller dans le domaine pendant la même période, faisant même augmenter les quantités de drogue envoyées vers l'Europe. L'économie du Nord, qui reposait presque exclusivement sur l'argent que Dib empruntait à l'État, prêt qui n'était jamais remboursé. La réponse se situe probablement quelque part parmi ces informations. Il a été relayé que Hassan II, qui rappelons-le est décédé en 1999, sentait depuis quelques années son état de santé se dégrader, ce qui l'a incité à faire le grand nettoyage dans le pays, afin d'assurer une passation de pouvoir la plus propre possible. Et quoi de mieux pour redorer l'image du pays que d'arrêter quelques grosses pointures pour faire face aux critiques internationales. Rappelons le risque de crise cardiaque évoqué par Hassan II, dû au grand trou dans les caisses de l'État, de la dette internationale qui a miraculeusement été remboursée et en grande partie, quelques mois après cette opération. Hamid Dib déclare avoir été visé par l'ancien ministre de l'Intérieur, Driss El-Basri, et ses hommes qui cherchaient à mettre la main sur ses biens et à un bas prix, celui-ci possédant la totalité de sa fortune au Maroc. C'est donc ainsi que s'achève l'histoire de l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'histoire du Maroc, qui jusqu'à ce jour attend de pouvoir récupérer ses biens placés sous la tutelle des propriétés de l'État.